à l'école. Alors les Français, d'abord, à l'école, quand vous arrivez le lundi matin, on vous dit tais-toi, assieds-toi. En Amérique, on vous dit viens raconter ton week-end. Ce qui fait qu'après, ce sont des très très bons parleurs. Alors après, le fond n'est pas toujours là, mais en tout cas, ils savent très bien parler. Et on devrait plus l'apprendre parce que moi, j'ai remis des prix dans mon école, l'EMI, des métiers de l'Internet l'autre jour, et donc j'ai fait défiler 120 étudiants pour leur donner un diplôme. Ils étaient au Théâtre de Paris, et il n'y en a pas un qui a pris le micro pour dire un petit mot aux 500 personnes qui étaient là et qui auraient pu les écouter, parce qu'ils n'osent pas. Et à un moment donné, ça s'apprend un petit peu. Voilà. Jacques-Antoine Grandjean, qu'est-ce qui fait que ça marche toujours aussi bien? Alors j'ai regardé un petit peu votre histoire, on la connaît tous. Le fait qu'il n'y ait plus de catalogue, le fait qu'il n'y ait plus de boutique, le fait qu'il y ait finalement un système très allégé, ou alors l'obsession du service éternel, éternel, éternel? Non, moi je suis un commerçant. Comme Guillaume. Exactement. Moi je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai juste entendu cette phrase. Commerçant, on achète des produits, on les revend avec une marge. Vous avez parlé de l'argent, de la profitabilité, c'est nécessaire pour une entreprise. Et votre métier historique, c'est le déstockage. Encore aujourd'hui. Métier historique, c'est le déstockage. Donc, c'est très très simple. Hein. Il y a un service aux entreprises qui ont des stocks plus ou moins importants. Moi, je fais ça depuis 30 ans. Et puis, en utilisant l'outil digital, en tâtonnant entre 1998 et 2001, et même jusqu'à 2004, puisque le vrai démarrage du e-commerce en France, c'est 2004, c'est l'équipement des ménages en ADSL, c'est le Quick Internet qui arrive à la maison, qui permet quoi, le Quick Internet, de passer des photos, de passer des données rapidement par les fibres, par les câbles, par ce qu'il y avait à l'époque. C'est à ce moment-là le démarrage. Et donc, dans mon modèle de déstockage, brusquement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux être plus créatif sur mes catalogues, parce que le digital me le permet. Et deuxièmement, je peux toucher le client final, au lieu de vendre comme un intermédiaire grossiste que j'étais, je touche le client final, et j'ai une véritable qualité de service auprès du client final, enfin on essaye d'avoir, et la même chose auprès des marques. Donc finalement, le web permet d'avoir une rapidité d'action et une qualité de service. Est-ce qu'aussi, au départ, c'est pas la possibilité de s'affranchir de la lourdeur de la masse salariale qui fait que c'est quand même pas évident de se lancer avec des salariés? Nous, on a 2200 collaborateurs, donc maintenant, de la masse salariale, on connaît. Maintenant, les choses ont changé. Non, mais le web, c'est un outil. Si vous prenez la définition de l'e-commerce, je la répète souvent, j'ai mis du temps à la comprendre moi-même, mais c'est quoi l'e-commerce? C'est quoi cette révolution du digital pour les commerçants? C'est que n'importe qui peut ouvrir une boutique. Alors ici, vous avez des entrepreneurs, des gens qui ont envie de monter des entreprises, qui vont certainement s'installer. Est-ce que ça sera directement dans du détail ou pas? Mais en tout cas, aujourd'hui, n'importe qui peut monter une boutique. Vous allez me dire, on pouvait déjà avant. Sauf qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire avec un logiciel qui vaut 3000 €. Bon, ça c'est la première partie. Et avec une zone de chalandise qui est pure du tout. Première partie de la définition. Deuxième partie de la définition, c'est que dans cette boutique, vous pouvez agrandir les murs à l'infini. Donc vous pouvez stretcher votre offre si c'est nécessaire par rapport à votre business. Mais quand vous avez une boutique, elle a tant de mètres carrés, vous voulez vous développer, il faut ouvrir d'autres boutiques. Là, cette boutique, moi finalement, ma boutique dans laquelle 3 millions de personnes rentrent tous les jours, elle est dans ma poche. Avec le stress permanent parce qu'elle est 24/24 et je peux la regarder tout le temps. Tandis que quand vous avez un réseau avec 500 boutiques, le patron d'un réseau, il va avoir ses boutiques de temps en temps, il délègue, etc. Mais il n'a pas sa boutique principale, là, dans la poche tout le temps, s'il ne fait pas de e-commerce. Ça, c'est la deuxième partie de la définition. La troisième partie de la définition, c'est que si vous vous en donnez les moyens, et si vous avez envie, et si c'est votre stratégie, vous pouvez faire entrer le monde entier dans votre boutique. Et là, modèle Amazon, par exemple, et là, brusquement, vous dites, waouh, ça, c'est puissant. Et c'est ça le potentiel du digital. Mais on peut rester aussi petit, parce que finalement le digital, grâce à Google, c'est je peux trouver une aiguille dans une meule de foin. Donc vous pouvez être tout à fait dans un métier de niche, mais le monde entier peut vous trouver. Et là c'est intéressant aussi, parce que vous pouvez exercer votre métier de n'importe où. Et c'est ça la puissance du digital, c'est juste un outil qui permet soit d'avoir des folles ambitions, soit finalement d'exercer son métier de quelque part et de faire rayonner. Voilà. Vous nous avez montré votre terminal mobile. Elle est là, la ligne de front, aujourd'hui. Il ne suffit pas d'avoir un site, il faut surtout avoir une application. Je pense que c'est pas ça le sujet. Je pense que le sujet, c'est l'offre. Je pense que le sujet, c'est qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous inventez, qu'est-ce que vous faites lutter, qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous proposez aux consommateurs, et avec quelle qualité de service vous le faites, dans quel respect de ce client vous le faites, parce qu'aujourd'hui, avec la révolution digitale, ce qu'on appelle le client, le consommateur, l'individu, le citoyen même,
est devenu, grâce au digital, est devenu plus intelligent, il peut se cultiver. Un jeune, s'il est poussé par ses parents, peut aller, s'il a une connexion 4G, et lire les cours d'Harvard sur Internet ou de n'importe quelle université américaine qui sont tous publiés. Alors il n'aura pas le diplôme, parce qu'on sait très bien que le diplôme est payant, que c'est une industrie, l'éducation, vous le savez bien, mais en tout cas, il a accès. Et vous voyez, c'est ça la qualité des modèles américains, c'est oui, c'est une industrie financière, l'éducation, mais oui, mais c'est aussi l'ouverture au monde entier pour que n'importe quel jeune puisse se connecter et acquérir le savoir. Donc le digital, c'est ça. Donc ça fait un consommateur qui connaît, qui est sachant. Ça fait un consommateur qui peut critiquer les réseaux sociaux. Il n'est pas content d'une marque, il peut la faire et la défaire. Ça veut dire que les marques vont avoir besoin d'être plus transparentes sur l'origine de leurs produits, sur la qualité de leurs services, sur le traitement qu'elles font aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux animaux. Tout ça, c'est la prise de conscience petit à petit que nous apporte le digital, l'élévation de la conscience de chacun. Ensuite, ce consommateur, si on repart sûrement plus basiquement sur le commerce, ben, il a toutes les boutiques du monde à portée de 1 millimètre de son doigt. Il le bouge à droite, à gauche, et il change de boutique. Avant, on était un peu captif dans le commerce, captif dans l'endroit où on allait et captif des distances. Là, le monde entier fait ses offres et vous êtes finalement décideur de ce que vous allez acheter ou pas, consommer ou pas, de vos besoins, de vos désirs. Et c'est ça la révolution. Donc, est-ce que c'est important d'être sur le portable, sur un site, que des magasins? Ça, c'est le choix de chacun ici par rapport à la stratégie de son entreprise. Mais c'est vrai que petit à petit, ce qui est important, c'est que le consommateur puisse avoir tous les choix possibles. C'est-à-dire qu'il puisse vous regarder sur son portable, aller dans votre boutique, ou aller dans la boutique et acheter sur le portable parce que c'est plus facile. C'est ce qu'on appelle le cross-canal. Au passage, Jacques-Antoine, vous avez mis l'accent sur un point clé, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une question d'offre, c'est aussi beaucoup une question de qualité de service, de fluidité, et puis une question aussi de cohérence de l'entreprise. C'est un point auquel vous avez toujours été très vigilant, justement. Ce sont 2 points sur lesquels vous avez toujours été très vigilant au niveau du management de vente privée. Justement, cette qualité de service délivrée et être très réactif à la moindre remarque du consommateur. Et puis essayer d'avoir une démarche d'entreprise, y compris dans le management, qui soit aussi cohérente que possible. Je bave un peu quand je vous écoute. Ça arrive, c'est gentil. Il y en a qui ça fait d'autres effets, vous savez. J'espère. Et bon, d'abord, sur un site, qu'est-ce qui fait venir? C'est l'offre. Vous venez pour l'offre, vous venez pour la désirabilité ou pour combler un besoin. Ensuite, qu'est-ce qui fait que vous allez mettre votre carte de crédit et faire confiance? Ben, finalement, c'est tout simple. C'est la confiance que vous inspirez. Donc ça veut dire, si j'ai un problème, à qui je parle, si j'ai un souci, nous on envoie 17 millions de colis par an, 90 millions de produits, c'est sûr, on essaye d'aller vers l'excellence, mais vous savez très bien que même en allant vers l'excellence, il y a des défauts, l'homme n'est pas parfait, les outils ne sont pas parfaits, on peut se tromper, il y a des erreurs, on a des sous-traitants qui eux aussi peuvent faire des erreurs, donc il y a un certain nombre d'erreurs. À ce moment-là, si vous ne réparez pas l'erreur, vous abîmez la confiance. Donc, à un moment donné, nous, chez Vente Privée, on a fait le choix, mais d'autres entreprises le font, de dire une erreur doit être réparée parce que cette réparation fait que vous transformez quelqu'un de déçu en un ambassadeur de la marque. Finalement, quand le contrat est respecté, vous avez payé, vous recevez votre colis, c'est normal. Est-ce qu'il y a une émotion au moment où vous recevez le colis? Oui. Si vous êtes plutôt surpris, mais comme vous avez eu un contrat avec votre paiement, tout ça est naturel. Par contre, si vous avez une émission négative, vous êtes embêté, on vous livre pas, on vous livre mal, le colis est cassé, etc. Et que les équipes, chez Vente Privée ou dans les entreprises, arrivent à résoudre ce problème, à le réparer, à comprendre si vous êtes content de la façon dont on a le réparé, vous devenez un ambassadeur, et vous devenez ambassadeur, c'est-à-dire que vous devenez finalement adhérent de l'entreprise pour le long terme. Et finalement, la seule chose qui compte, il y a un message à faire passer à tous les entrepreneurs et futurs entrepreneurs, c'est d'avoir une vision, même si je respecte ceux qui vendent leurs entreprises et ceux qui ont des visions court terme, chacun fait ses choix dans sa vie. Mais à un moment donné, les succès se bâtissent sur le temps et sur le long terme. Vente Privée, on croit que c'est un succès rapide. En fait, moi, je fais ça depuis que j'ai 22 ans, donc ça fait 30 ans. Vous voyez, j'ai pas été si rapide que ça.
Alors, vous êtes resté leader, alors que beaucoup de concurrents, effectivement, se sont implantés sur ce marché. Vous avez eu votre lot de succès, on les a beaucoup chroniqués dans nos médias respectifs avec l'ami Nicolas. Vous avez eu parfois des moments un peu plus difficiles, comme votre aventure américaine, là, sur laquelle vous avez décidé de rabattre la voilure. Comment est-ce qu'on s'adapte comme ça à un marché qui change, à des décisions stratégiques qui ne connaissent pas forcément le même succès? L'entreprise, c'est des succès et des échecs, des impasses, des choses à résoudre, des problèmes. Finalement, quand je vais au bureau, moi, il n'y a que les problèmes que j'ai. Parce que les choses agréables, d'abord, on ne les comprend pas toujours, elles sont quasiment naturelles, et on n'en parle pas trop. Ce qui remonte à un moment donné, ce sont tous les soucis, tous les problèmes, toutes les problématiques. Donc, l'important, là aussi, pour répondre à votre question sur le management d'une entreprise, c'est qu'on prend parfois des mauvaises décisions. L'important, c'est de prendre plus de bonnes décisions que de mauvaises décisions. Mais l'échec dans des projets, dans des activités, dans des mauvais raisonnements, dans des mauvaises conditions d'exploitation, ce qu'on a fait en Amérique, on n'a pas été bon. Alors, bien sûr, le marché était difficile, mais je vais en parler en 2 minutes de l'Amérique. Quand vous avez Ken Cheno, qui est le patron d'American Express, qui est un patron mythique, une boîte mythique en Amérique, qui vient vous voir à la Plaine Saint-Denis, et qui vous dit on va monter ensemble un vente privée américain, je ne vais pas le faire avec Guild parce que c'est pas Guild qui a inventé le modèle, c'est toi, et ça c'est vente privée, Guild est une copie américaine de vente privée, on va le faire ensemble. On y va bien sûr. Qu'est-ce que je vais lui dire? Moi je sais que l'Amérique je ne voulais pas le faire, que c'était compliqué, que je connaissais beaucoup de cas d'entrepreneurs qui étaient revenus avec le drapeau américain en berne et après avoir perdu beaucoup d'argent, même des fortunes. Et je savais que c'était un piège dans lequel je m'étais toujours dit, je ne tomberai pas. Mais quand on est entrepreneur, on ne peut pas dire non dans ce cas-là. Donc on fait l'Amérique. Et c'est pas bête de faire l'Amérique, mais on s'aperçoit que finalement, on s'associe pour des mauvaises raisons, parce qu'American Express, c'est 42 millions de porteurs de cartes, et on se dit on va avoir accès directement à beaucoup de membres, même si on a beaucoup de valeurs communes. Est-ce que c'est parce que vous avez une carte American Express que vous avez envie de devenir membre d'un club de vente événementiel? Non, pas spécialement. Donc la transformation du nombre de membres s'est fait assez lentement, et pas au rythme qu'on voulait. Donc on avait formaté l'entreprise déjà avec des ambitions plus grandes, parce que d'abord on était associé avec Amex, et on s'était dit on va pas faire les mêmes erreurs que si on était seul. Et brusquement, et c'est vrai aussi quand on arrive en Amérique, d'abord la première erreur c'est on va s'installer à Manhattan. Bah oui, moi j'avais pas envie de m'installer dans l'Ohio ou dans le Montana, c'est très sympa. Mais ce qui est sympa c'est d'arriver, Manhattan, on sort de l'avion. Mais déjà quand on sort de l'avion après 8 heures ou 9 heures de vol, même si c'est dans des bonnes conditions, on a le décalage horaire, on a le New York qui est là, on pense pas pareil, on a le cerveau qui embrume en fait. Je pense qu'on perd 50% de ses moyens. Et brusquement, on n'est pas pareil. On écoute des trucs, on ne réagit pas, on fait des choses qu'on ne ferait jamais en France. Parce que c'est le rêve américain. Et ça, si vous ne faites pas très attention, si à un moment donné vous ne revenez pas sur Terre, les pieds sur Terre, vous pouvez continuer comme ça dans l'engrenage longtemps. Donc nous, en 3 ans, on a fait 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est petit, mais partant de zéro, c'était pas si mal. Le problème, c'est qu'on perdait 10 millions de dollars par an. Donc, déjà, avec $1 à 1,40, c'était jouable. À $1 à 1,10, ça commence à faire plus en euros. Ensuite, quel est le potentiel? Et on s'aperçoit que l'Amérique, c'est le pays des outlets. C'est le pays où les marques fabriquent pour les outlets. Ce qui n'est pas notre modèle. Nous, notre modèle, c'est de déstocker les marques de façon qualitative. Là-bas, elles s'en fichent. Elles préfèrent avoir des énormes volumes et gagner de l'argent dans les outlets. Mais c'est très bien, c'est leur modèle. D'ailleurs, elles n'ont pas vraiment de marque de luxe. Elles n'ont pas de marque haut de gamme et elles ne se battent pas sur la créativité des marques de la même façon qu'on se bat en Europe. Et donc finalement, on s'aperçoit que le marché va être compliqué. Et puis on s'aperçoit qu'on a fait beaucoup d'erreurs parce que d'abord, quand vous ouvrez en Amérique, vous envoyez des gens de chez vous et les gens de chez vous ne sont peut-être pas adaptés quand ils sont là-bas. En plus, quand ils étaient bons chez vous, quand ils sont là-bas, ils sont plus chez vous à Paris. Donc vous ralentissez votre activité en France parce que vous savez très bien qu'une entreprise, c'est des hommes et des femmes. Et puis, on embauche des Américains qui sont un autre style de management, un autre style d'ambition. C'est plutôt plus des mercenaires. Ils arrivent à le faire à leur façon. Quand ils arrivent chez vous, ils pensent qu'il y a une chose, c'est au job d'après. C'est comme ça, il faut juste le savoir. Donc une multitude d'erreurs de notre part, d'erreurs de la part d'Amex, d'erreurs de conception du projet. Et à un moment, il faut savoir arrêter, il faut savoir dire non, stop, donc on a fermé. Alors ça a fait un peu de bruit pendant 2 jours, mais ça n'intéresse personne finalement, et c'est pas plus mal. Vous allez sûrement pas, vous êtes rentré avec votre drapeau américain. Je n'arrive pas à imaginer que vous n'êtes pas... Oui.
Après, il faut digérer l'échec. D'abord, c'est un échec, bien sûr. Il faut le dire dans l'entreprise. Il ne faut pas hésiter à le dire. Bah oui, l'aventure n'est pas allée là où on aurait voulu qu'elle aille. Vous aurez peur de dire quelque chose, Jacques-Antoine. Et ensuite, après, peut-être qu'on y retournera un jour, d'une autre façon, on apprend de ces expériences. Finalement, ça c'est le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est faites des expériences, apprenez, trompez-vous, relevez-vous, changez les business models quand ils ne marchent pas, bougez ce que vous pensiez être le Graal, non, changez-le un petit peu et brusquement vous apercevez que ça marche. Voilà, en fait, c'est tâtonner et trouver votre chemin. Le nouveau projet qui m'a rêvé. C'est la question, vous allez où maintenant là? Où est-ce que vous allez ouvrir après avoir fait la stratégie de vente privée, elle est très simple. C'est pour ça que je pourrais donner, je la répète tout le temps, c'est nous on a la chance de pouvoir offrir à 25 millions de membres en Europe une offre quotidienne qui fait que tous les jours, il y a 3 millions de personnes qui viennent sur le site sans faire de publicité. C'était assez rare. Pourquoi les gens viennent? Parce qu'ils savent qu'il y a une offre qui va leur plaire ou pas. D'ailleurs, elle ne plaît pas à tous, puisqu'il y en a à peu près que 100 000 qui achètent. Alors c'est beaucoup 100 000 qui achètent sur 3 millions, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les 2,9 millions qui n'achètent pas. Donc, pourquoi ils n'achètent pas? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire dans notre modèle qui est, on offre des marques pas chères pour des raisons industrielles et des stockages, ça c'est le modèle classique que je fais depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'on va pouvoir stretcher qui correspond à ce modèle sans perdre notre âme, sans perdre notre ADN? Et là, on s'aperçoit que dans le voyage, il y a du yield. Les avions qui partent à vide, les hôtels qui ne sont pas pleins, les clubs med qui ne sont pas pleins en basse saison, etc. Ça, c'est du déstockage finalement. Les hôtels dans lesquels la chambre à la fin de la nuit n'a pas été louée, c'est du déstockage aussi. Les concerts qui ne sont pas pleins, etc. Et petit à petit, le vin. Est-ce que le vin, c'est du déstockage? Pas vraiment. Et là, brusquement, ça devient du déstockage, mais aussi de la promotion de produits, etc. Et là, brusquement, le modèle de vente privée, c'est de se développer dans tout ce qui touche soit le déstockage pour des raisons industrielles, soit la notoriété d'une marque, parce que quand on a une marque sur vente privée, ça lui crée de la notoriété, ça lui crée du retour en magasin, et finalement c'est un service aux marques. Donc en fait, tout ce qui touche au service aux marques pour les promouvoir. Et là, vous apercevez que c'est infini, et on part aussi, on est même concurrent un petit peu de la ruche, parce qu'on a lancé Miam Miam, qui est les petits producteurs directement dans votre assiette, sans passer par des intermédiaires. C'est un modèle un peu différent, d'ailleurs leur modèle m'intéresse beaucoup, mais on le fait nous différemment. Et on l'a lancé il y a 1 an, et là on voit vraiment ce que c'est qu'être en mode start-up, parce qu'en 1 an, sur ce modèle du petit producteur, on fait à peu près 15-20 millions d'euros en 1 an. On perd de l'argent, bah oui, parce que les problèmes de logistique ne sont pas encore réglés. Les problèmes, un jour, j'ai dû dire, je veux surtout pas qu'il te casse. Alors aujourd'hui, à chaque fois qu'on reçoit une boîte de sardines chez vente privée, entourée d'1 km² de 1 km de plastique, bah oui, alors ça, parfois, il ne faut pas dire trop de choses dans les entreprises, sinon on vous prend à la lettre. Et donc, les coûts à la fin, c'est grave. Mais c'est pas grave, parce qu'on sait que la traçabilité des produits, le petit producteur directement livré chez vous, si petit à petit on va acquérir un savoir-faire, on vient d'ouvrir un entrepôt à Beaune, etc. On fait nous-mêmes, on travaille avec la logistique. La Poste va se mettre à livrer du frais. On a convaincu la Poste de travailler sur ce dossier de livrer du frais à l'avenir. C'est une révolution culturelle. C'est une révolution culturelle pour eux. Donc tout vient parce que demain, les gens continueront à avoir envie de faire leurs courses dans les magasins, dans les grandes surfaces, si elles se réinventent, mais aussi sur Internet. Tout ça, c'est l'important, c'est l'offre, l'important, c'est qu'est-ce que fait le petit producteur, qu'est-ce que fait la marque. Merci Jacques-Antoine, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. C'est dans l'entreprise que s'exerce la diversité. Parce que chez Vente Privée, on est 2002, il y a toutes les couleurs, toutes les religions, toutes les races, tout ça, j'en ai rien à faire. Ce qui est important, c'est le projet commun. On ne le dit jamais assez. Il n'y a pas un homme politique qui a mis en avant l'entreprise comme finalement micro-société d'intégration, de création de valeur, de création de projets, de création de vivre ensemble. Et c'est bien dommage. Merci.